Guillaume Dubois-Baudry, qui est architecte de formation, qui a étudié la philosophie et qui travaille sur les jardins-forêts. Voilà, c'est ça. Alors je voudrais commencer l'intervention par sous la méthode de Salvador Dali, la méthode paranoïa critique. La méthode paranoïa critique, c'est prendre un point de délire et le développer rationnellement. Bon, ça c'est le premier truc. En deuxième chose, je vais citer une phrase qui est un classique un peu de l'art conceptuel. Il y a trop d'objets d'art, il ne s'agit plus d'en faire de nouveaux, il s'agit d'apprendre à vivre au milieu des choses. Voilà. Alors, le sujet. Le sujet, c'est une question que je me suis posée au moment de la réalisation d'un lieu. J'ai eu la mauvaise idée, maintenant ça va mieux, mais d'acheter une baraque qui n'a pas été refaite depuis 1920 et de la refaire avec très peu de moyens. Et donc là j'arrive au moment véritablement où je peux me concentrer sur le jardin. Et dans cette idée de se concentrer sur le jardin, c'est avoir une vision sur le réchauffement climatique et sur quelle variété, quelle espèce de plantes en fonction du réchauffement climatique. Alors, cette question du réchauffement climatique, c'est une belle question de la philo. Je pense que vous vous rappelez dans vos études l'esprit des lois de Montesquieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. L'esprit des lois de Montesquieu, c'est en fait la démonstration que le climatique a une influence telle sur les conditions de vie des hommes que ça va conditionner leur comportement, leur mentalité, ça va même conditionner jusqu'aux lois. C'est une vision juridique qui vient du climatique. Alors, cette réflexion sur la condition climatique, c'est très ancien. Il y en a chez Hésiode, il y en a aussi Hippocrate, dans un texte qui parle des éléments. Et c'est cette croyance que les catégories d'existence changent en fonction du climatique. C'est une belle question qui est retravaillée régulièrement dans l'ethnologie. Dans l'ethnologie, il y a eu beaucoup de courants qui ont essayé de démontrer le fait que les conditions matérielles d'existence conditionnaient les mentalités, le symbolique. Ces pensées ethnologiques sont beaucoup remises en question maintenant, mais ça reste quand même des questions qui reviennent. Et plus récemment, Francis Hallé, le botaniste, a écrit un livre qui s'appelle La condition tropicale, qui essaye de reposer cette question du fait que la condition de vie dans un monde tropical est une nouvelle condition d'existence. Donc je voudrais aussi mettre la démonstration autour de cette question-là. Alors je voulais parler de cette question de l'évolution des plantes, du réchauffement climatique, et je suis à peu près illégitime en tout de ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'au niveau botanique, au niveau jardinage, les gens sont très forts, pas moi, au niveau des théories du climat, etc., etc. Cela dit, je crois au fait qu'on est obligé, quand on fait un projet, d'avoir une réflexion qui circule entre les domaines et que les amateurs quand même arrivent à proposer des projets qui ont un sens. Et donc je vais à corps perdu dans tous ces domaines. Ah oui, alors les stations météo, donc j'habite en Seine-et-Marne.
en Seine-et-Marne, c'est à 1 heure de Paris, quoi. J'habite à 1 heure de Paris, à l'est. Et il y a beaucoup de stations de météo d'amateurs. En fait, il y a aussi beaucoup d'amateurs qui réfléchissent sur les oiseaux, qui travaillent notamment avec le Muséum d'histoire naturelle. Donc ils récoltent les données sur les oiseaux et ils retranscrivent ça et ces données sont rassemblées, etc. Et donc en fait, il y a beaucoup de pratiques d'amateurs là-bas. Et en fait, rencontrer quelqu'un qui travaille sur le climat en amateur, c'est quelque chose c'est une expérience. C'est assez rigolo et intéressant parce que ce sont des passionnés en fait. Donc c'est des discussions aussi avec les réseaux d'amateurs Voilà, donc ça fait partie de toutes ces associations. Moi j'ai toujours pensé que beaucoup d'associations, beaucoup de pratiques comme ça faisaient des choses que l'art contemporain revendiquait, mais qui faisaient souvent moins bien. C'est-à-dire qu'on prend des questions politiques, les questions même esthétiques, même les questions de pratique architecturale et tout ça. C'est vrai que c'est pas toujours les artistes qui font les choses les plus intéressantes, mais bon, et donc là, il faut repérer aussi les gens qui font les choses intéressantes. Ils peuvent être artistes ou pas. Hein. Alors, sur le réchauffement climatique, ce qu'on pense un peu à Seine-et-Marne, c'est qu'il va y avoir donc un réchauffement des températures. L'été va être beaucoup plus réchauffé que l'hiver. C'est-à-dire qu'il va y avoir une polarisation des températures. Ce qui fait que l'hiver, lui, sera plus humide. Parce qu'il y aura beaucoup moins de jours de gel. Et donc, comme il y a moins de jours de gel, ce qui va disparaître, c'est ce qu'on appelle le climat océanique. De plus en plus, on va être dans un climat qui se rapproche d'un climat, ce qu'on appelle océanique dégradé, donc comme si on était plus au bord de la mer, et même voir un climat comme si on était au bord de la mer. C'est-à-dire que ça va devenir très humide l'hiver, beaucoup plus humide l'hiver. Par exemple, dans les régions comme Pau, alors là, ça sera encore plus fort. L'humidité, tout l'ouest, la Bretagne par exemple, ça va être hyper humide l'hiver. J'ai dit ça à ma famille, c'était pas très content non plus, mais beaucoup plus humide que maintenant. Enfin, c'est ce qui est prévu. Voilà, donc il y aura une polarisation beaucoup plus fort l'été, plus doux quand même l'hiver, mais beaucoup plus humide. Alors, le taux d'ensoleillement restera le même. Alors, si vous voulez, le fait que le taux d'ensoleillement reste le même et que l'humidité prenne plus de force, qu'il y ait une polarisation du climat l'été beaucoup plus chaud, fait que, en fait, on ne peut pas réfléchir en termes de réchauffement climatique comme si on allait prendre ce que font parfois dans les explications un peu rapides. On prend les espèces qui sont plus au sud et on les fait remonter. Comme si le réchauffement climatique, c'était juste une ligne qui remonte, ou alors qui remonte suivant les hauteurs, etc. Ces modèles-là, et c'est là où, un petit peu où je veux en venir, ces modèles ne fonctionnent pas, parce que ça va être radicalement différent, ce qui est prévu. Alors, bon, alors je vous raconte mon pays, la Seine-et-Marne. Alors la Seine-et-Marne, c'est l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est les plateaux. Les plateaux qui ont été ciselés par l'eau, les rivières, les cours d'eau. Et donc ce sont des plateaux découpés par des rivières, donc qui forment des petites vallées. Voilà, donc en fait, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des agricultures sur les plateaux et tous les villages qui ont été construits le long de ces rivières. Donc vous avez à peu près le dessin de l'implantation architecturale en Seine-et-Marne. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que autrefois, enfin au Moyen-Âge, ces plateaux-là étaient très humides.
savez que même à Versailles, par exemple Louis XIV, quand ils ont implanté à Versailles, il a attrapé le palu. C'est-à-dire que le palu était très important au nord. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte du taux de l'humidité de toutes ces régions-là, des zones humides. Il y avait des maladies tropicales. Bien sûr, le palu était important. Et le palu a fait que redescendre et remonter. Mais en fait, il y avait tellement de zones humides que, par exemple, les moines cisterciens ou les moines, en général, quand ils se plantaient quelque part, les premiers travaux qu'ils faisaient, c'est les travaux d'assèchement. Voilà. Donc, l'histoire de l'agriculture du plateau parisien, c'est l'histoire de l'assèchement. C'est-à-dire, on faisait des drains. Autrefois, c'était des drains en terre cuite, comme ça qu'on mettait sous la terre, 30 cm de la terre à peu près, qui assèche le territoire. C'est pour vous raconter dans quel contexte ça se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met des drains comme ça? Ça fait que, quand il pleut, l'eau part à toute vitesse, parce qu'elle n'est plus arrêtée par les zones humides. De plus, bon, ça vous le savez, le fait qu'il n'y ait plus de haies et qu'il n'y ait plus de petits bosquets et que les drains vont directement dans la rivière, la rapidité entre le moment où il pleut et le moment où ça descend la rivière, c'est presque instantané. J'habite au bord de la rivière et le moment où il pleut, je vois arriver à un moment donné, comme un canon, l'eau qui est marron. On ne le voit plus du tout à travers. Et ça, c'est les canons à eau qui arrivent d'un seul coup. Qui ont été réalisés quand? Oh ben ça, la majorité, c'est après-guerre. Les drains, la radicalisation des drainages, mais c'est très ancien les drainages, mais là où vraiment ils ont été radicalisés. Voilà. Donc en fait, on a ce contexte-là, arrive le réchauffement climatique, fait que ces plateaux drainés n'ont plus aucune possibilité de retenir l'eau l'été, ce qui fait que très rapidement, il y a un manque d'eau. Voilà. Et en fait, dans les projets actuels de reforestation, si vous voulez, il y a ces projets de refaire des zones humides. Alors il y a plusieurs, je vous donne un peu toutes les possibilités. Il y a refaire des drains qui disséminent doucement l'eau, une possibilité. Il y a refaire des zones humides, il y a reprendre l'agroforesterie, reprendre les plantations, etc., etc. C'est dans ce contexte, que je reconstruis ma petite maison. Alors tu l'as asséché ou tu l'as rehumidifié? Voilà, alors cette maison, c'est un terrain de 7000 m², un beau terrain, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est pour le terrain que je l'ai acheté. Il y avait une usine en face qui faisait du bruit, qui s'est arrêtée, qui est une usine, ce qui est le symptôme de... Cette zone a été une ancienne zone industrielle parce que l'est de Paris, comme vous le savez peut-être, tous les industries se mettaient à l'est parce que comme le vent allait vers l'est, on mettait tout ce qui était salissant dans ce sens-là, dans le sens du vent. C'est dans beaucoup de villes pareil. Alors, ces bassins-là, ces projets-là sont une question que je verrai plus tard par rapport à des possibilités du paysage, en fait. Parce que ce sont des nouveaux jardins expérimentaux, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va en faire de ces zones humides, de ces nouvelles zones humides. Alors oui, donc l'eau, si vous voulez, donc cette rivière, elle à la fois s'assécher l'été, paradoxalement, et déborder l'hiver. Parce que l'humidité devenant de plus en plus importante l'hiver, la capacité d'absorption est plus faible, donc elle déborde l'hiver et elle s'assèche l'été. Ce qui fait que mortalité des poissons et tout ça. Bon, évidemment, les intrants chimiques qui arrivent en canon vous tuent beaucoup d'espèces, etc. C'est un problème écologique pour les poissons, évidemment. Alors, une réflexion, c'est par rapport, si on revient aux plantes, c'est est-ce qu'on doit changer les paysages pour que ces plantes-là puissent continuer dans les mêmes variétés, les mêmes espèces à pousser? C'est une possibilité.
mettre des zones humides, refaire les drains, etc., etc. Ou est-ce que, ça c'est des modèles différents, si vous voulez, des possibilités différentes. Est-ce qu'on met des nouvelles variétés? Est-ce qu'on arrête, par exemple, certains types de pratiques culturelles? Comme tu parlais du maïs, c'est les bons exemples, parce que le maïs demande beaucoup d'eau. Et cette année, par exemple, là j'ai en parler de village, cette année le maïs a grillé. Et c'est vrai qu'il a fait très chaud. Et c'est donc, est-ce qu'on arrête le maïs, par exemple, qui sont quand même des plantes d'origine tropicale, effectivement, qui demandent énormément d'eau. Alors, moi je vous dirai un petit peu mes idées par rapport à ça plus tard. Je vais m'intéresser à la question dans le réchauffement climatique, d'une question, c'est une question très complexe, qui est une question de l'évolution des plantes et de leur possibilité de vie dans ce nouveau contexte du réchauffement climatique. Donc la phénologie, c'est la science, si vous voulez, des phénomènes des plantes et des oiseaux, des successions en fait. C'est-à-dire, par exemple, pour les plantes, c'est les bourgeons, les fleurs, etc. C'est tous ces rythmes-là qui sont les rythmes des insectes, le moment de l'éclosion des insectes, tous ces phénomènes de synchronicité. C'est des questions très importantes qui ont des modes de régulation multiples. Par exemple, des modes de régulation internes, c'est-à-dire de type génétique. Ils ont des modes de régulation qui sont liés au soleil, d'autres qui sont liés à la chaleur. Donc il y a plein de modes de régulation phénologiques différents. Alors, voilà, on est au cœur de cette complexité, si vous voulez, de la théorie de l'évolution, en fait. Et là, je vais rappeler, peut-être, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, c'est quelqu'un qui est beaucoup lu dans le monde de l'art, et qui ont lu Deleuze, sur cette question de l'orchidée, de la guêpe et de l'orchidée. En fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est que c'est en fait une histoire un peu folle, c'est la naissance des plantes à fleurs, enfin, bien avant l'orchidée, mais c'est l'histoire de la rencontre d'insectes et de plantes. C'est qu'à un moment donné, il y a eu ce que Deleuze appelle une double déterritorialisation, c'est-à-dire que chacun s'est déporté sur une autre plante avec des intérêts qui, à la fois communs, ils ont tous les deux intérêts. Par exemple, la guêpe prend le nectar et l'orchidée se fait inséminer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir que les plantes à fleurs n'existent que parce qu'il y a des insectes dans un processus évolutif. C'est un processus évolutif, au moment donné, hop, il y a rencontre entre les insectes et les plantes. De cette manière-là. Il y en a eu plein d'autres. Donc c'est une invention d'un nouveau mode de reproduction. Et ça, c'est ce que en philo Deleuze appelle ça les conjonctions disjonctives. C'est-à-dire qu'il y a à la fois conjonction d'intérêt et disjonction d'intérêt. Parce qu'en fait, la plante n'a pas intérêt à se faire prendre tout son pollen, etc., etc. Donc il y a coévolution à la fois intérêt et ce phénomène-là de conjonction disjonctive, il ne faut pas le voir entre deux espèces, il faut le voir entre toutes les espèces qui se jouent les unes avec les autres. Et en plus, il faut le voir dans ce contexte du réchauffement climatique où ces perturbations sont multiples. Je vais vous prendre un exemple, c'est la question des oiseaux. Les oiseaux, certains oiseaux, leur comportement est dû justement au soleil, c'est-à-dire au temps, à la levée du jour, et à tout ça, et non pas au réchauffement. C'est-à-dire que leur migration est organisée par le soleil, par les temps de luminescence. Et ce qui fait qu'il y a une désynchronisation, comme il y a un réchauffement climatique, c'est entre le moment de maturation de certains insectes qui arrivent en abondance à un moment donné, et donc en fait, dans sa migration, l'oiseau va arriver à un moment donné trop tard ou trop tôt, parce qu'en fait, il y a une désynchronisation
par le fait qu'il y a une espèce qui est synchronisée par le soleil, et l'autre qui est synchronisée par la chaleur. Donc ces phénomènes de disjonction sont accélérés. Cette accélération-là est théorisée notamment dans la théorie de l'évolution. C'est ce qui fait qu'il y a des moments d'accélération forts dans l'évolution. Elle n'est pas, si vous voulez, une évolution progressive comme pensait Darwin. Darwin pensait une évolution très fine et très douce et lente et progressive. Ce qu'a montré par exemple Stephen Jay Gould, c'est c'est une évolution par équilibre ponctué, ce qu'il appelle ça équilibre ponctué, c'est-à-dire qu'il y a des moments d'accélération et après des moments de ralentissement, etc., etc. Et le réchauffement climatique est un moment d'accélération des processus évolutifs. Alors, une question qu'on peut se demander, est-ce qu'on va voir apparaître une nouvelle forme de sexualité, par exemple? Ce serait beau. Parce qu'il y a eu l'invention par l'eau, quoi, les plantes qui se sont reproduites par l'eau, après par le vent, après par les fleurs, etc. Il y a plein de modes de reproduction différents qui sont inventés. On peut voir peut-être, ce serait beau qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle forme de sexualité. Alors, je vous donne quelques petits éléments qui font qu'on ne peut pas réfléchir en termes de relèvement des températures par le fait qu'on remonte. C'est d'abord qu'il y a des effets de seuil, par exemple le seuil du gel. C'est un seuil fondamental. Par exemple en Bretagne, sur l'île de Bas, comme on est au milieu de l'eau, il n'y a très peu de gel. Et donc ils ont pu faire un jardin tropical. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sort du gel, on accède à des possibilités de plantes tropicales. Alors, une autre question, c'est le déplacement des périodes de gel. Alors le déplacement des périodes de gel, on le sait, et ça arrive en ce moment, hein, beaucoup en parlent, ça pose énormément de problèmes, parce que justement, il y a des phénomènes de désynchronisation, c'est-à-dire qu'en fait des plantes croient qu'il n'y aura plus de gel, c'est-à-dire que ça y est, c'est le printemps. Donc elles éclosent, elles commencent à faire leurs bourgeons, etc. Et paf, arrive une seuil de gel. Et à ce moment-là, il y a tout qui crève. Autrement dit, là, il y a encore un phénomène de désynchronisation. Donc il y a seuil de gel, il y a déplacement de période de gel, l'humidité d'hiver qui amène des maladies, bon ça j'en ai parlé tout à l'heure peut-être, des nouvelles maladies parce que certains insectes meurent moins, c'est-à-dire qu'ils ne meurent moins par le froid, et ce qui fait qu'il y a l'accès de nouveaux prédateurs. Ça c'est une autre désynchronisation. Donc tout ça, ça pose des questions de vitesse. Parce qu'en fait, il y a des espèces, des variétés qui arrivent très vite à remonter, et d'autres qui remontent beaucoup plus lentement. Donc là aussi, il y a ces phénomènes de vitesse. En plus, le fait que des espèces sont ramenées par les hommes font des effets d'accélération, aussi des effets de vitesse très forts, qui sont des grands moments de perturbation. Alors, ouais, je vais aller vite parce que là, c'est un... Je vais pas vous faire un truc... voilà. Alors, il y a des pistes, si vous voulez, dans cette période d'accélération. Moi, il y a une piste, par exemple, c'est des gens qui observent ce qui se passe dans le monde sauvage. Parce que comme le monde sauvage, ce ne sont pas des plantes qui sont, pour certaines, pas plantées par l'homme, et il y a certaines plantes, il y a des processus évolutifs observables. Et donc on voit les tendances. On voit les tendances des variétés, des plantes, etc. Et on peut déduire, en observant les plantes sauvages, avoir une réflexion sur quel type de plante on peut planter en tant que plante cultivée. Donc ça c'est une piste.
L'autre piste, si vous voulez, c'est de voir le réchauffement aussi comme une chance, parce que quand même, c'est du réchauffement, et le réchauffement, ça fait plus de carbone, de dioxyde de carbone, et le dioxyde de carbone, c'est la nourriture aussi pour les plantes. On sait qu'au bord des autoroutes, ça pousse très bien. Et donc, la question pour toutes ces plantes, de ce qui limitera la puissance de production, ce sera vraiment la question de l'eau. Donc, une des pistes pour moi, c'est vraiment dans les territoires, il y a eu ce grand bouleversement, si vous voulez, dans la gestion de l'eau, qui a été ce drainage massif de tout le bassin méditerranéen. C'est recréer un bouleversement sur faut-il abandonner ces drains, faut-il repenser la question de l'humide. Et dans les conditions climatiques, si vous voulez, si on reprend le texte des iodes, eau, air, terre, je vérifie, il y a 3 éléments fondamentaux. Soigner cette nouvelle arrivée de l'eau. Et en fait, c'est assez possible parce que le retour de ce drainage, on ne se rend pas compte le nombre, la quantité d'eau que ça peut faire partir rapidement, quoi. Donc ça, c'est une piste. Deuxième piste, utiliser ces nouveaux zones tampons comme des lieux expérimentaux, de jardin. C'est-à-dire donner ça à des jardiniers. Il y en aura plein qui vont être réalisés. Donc des lieux de vie, des lieux de refuge. Parce qu'avec le réchauffement climatique, il y a beaucoup de monde qui aimerait bien se réfugier un petit peu, quoi. Alors, cette revenue de l'humide, si vous voulez, et de la chaleur, qu'est-ce que c'est? C'est une orientation vers la tropicalisation, justement. C'est-à-dire à partir du moment où on sort du seuil du gel, on est au-dessus du seuil du gel, à partir du moment où on a beaucoup de dioxyde de carbone, on a beaucoup de nourriture pour les plantes et beaucoup d'eau, à ce moment-là, il y a une capacité de pousse extrêmement puissante. Et une des réflexions qu'on pourrait avoir, je ne sais pas s'il y avait un texte qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait le Manifeste accélérationniste. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce truc-là. C'était un texte qui était critique des mouvements décroissants, en disant qu'il y a un côté... bon, personnellement, je n'étais pas du tout d'accord avec à peu près tout ce qu'ils disaient, mais je vais quand même leur piquer leur idée. Si vous voulez, c'est que l'idée, c'est que cette vision un petit peu pessimiste et un petit peu de rétention, il faut se retenir, il faut économiser, il faut mieux ranger, il faut trier, etc. C'est une vision assez triste, en fait. C'est culpabilisant. Culpabilisant, triste, ça vous ordonne, ça vous... Enfin, ça demande une obéissance, etc. C'est assez triste. Et donc, dans la vision accélérationniste, il y a l'idée de prendre... Il y a la vitesse et l'accélération. L'accélération, c'est prendre le devant sur la vitesse. Et donc, c'est prendre le devant sur le réchauffement climatique. Et ça, c'est une sorte de vision un peu d'épopée, c'est-à-dire ne pas se restreindre, mais au contraire prendre la question du réchauffement climatique comme une chance, de la même manière que l'oxygène a été une pollution du vivant dans le processus évolutif. Vous savez qu'en fait, quand les plantes commencent à arriver sur Terre, il y a eu énormément de dégagement d'oxygène, et cet oxygène a été réutilisé par les plantes. En fait, c'est vraiment un déchet qui est devenu, c'est une remarque assez classique, si vous voulez, l'écologie, c'est un déchet qui est devenu nourriture. Et bien, le dioxyde de carbone, vraiment, peut être vu de cette manière-là. C'est une puissance possible. C'est une puissance possible si on redonne de l'eau. Et là, on arrive à une sorte de vision un petit peu utopique de cette vision de Francis Allais sur la condition tropicale. Condition tropicale, c'est selon Francis Allais, même si c'est une vision, si vous voulez, je dirais d'un naturaliste sur les tropiques, qui n'est pas une vision d'ethnologue, donc c'est une vision, je dirais, de quelqu'un à partir de sa tradition qui va regarder les choses.
et non pas essayer de se convertir à la tradition de l'autre, mais c'est une tradition comme une autre, c'est une tradition naturaliste. Et lui, il dit que dans la condition tropicale, il y a plusieurs éléments fondamentaux. Alors, je ne sais pas où c'est, donc je vais essayer de... Le premier élément, c'est la stabilité du climat. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde tropical, on ne voit pas les saisons. C'est-à-dire qu'il fait toujours humide et il y a toujours beaucoup de soleil. Et il y a une sorte de présent perpétuel de la puissance de vie, en fait. Donc, aller vers la condition tropicale, ça voudrait dire donner les conditions toute l'année pour que le vivant puisse pousser. C'est-à-dire l'été qui est suffisamment d'eau, non pas pour qu'elle s'écoule à toute vitesse, mais pour qu'elle puisse arriver à cette puissance de vie. Cette puissance de vie, selon lui, ça c'est une réflexion qu'on a retrouvée beaucoup, notamment chez des ethnologues comme Marshall Salins et d'autres, qui m'ont dit que dans cette condition tropicale, il y a le fait que ça demande beaucoup moins de temps de travail pour produire de l'alimentation. Parce que pour l'instant, dans un jardin-forêt actuel, si vous voulez, plus vous remontez vers le nord, pour produire de l'alimentation avec un jardin-forêt, c'est-à-dire avec des plantes vivaces, autonomes, associées, alimentaires, eh ben, c'est beaucoup de travail pour arriver à une production qui est beaucoup moins forte que dans un pays tropical, où la puissance de vie est telle, et la puissance de production est telle, qu'on arrive à produire beaucoup plus facilement. Donc ce réchauffement climatique dans l'humide est une possibilité de moins travailler pour produire. Voilà. Je crois que je vais arrêter là. Dans quelques jours, ok, bon, ça va. Moi, j'ai eu la chance de prolonger la discussion. Je reste sur ma fin. C'est où la Seine-et-Marne que tu es? À Jouy-sur-Morin, c'est après Coulommiers. Je ne suis pas du tout d'accord sur ta vision sur la Méditerranée. En fait, nous sommes la région qui a le plus de nappes phréatiques. Oui. Et c'est des régions, tu as vu comme c'est vert. Ouais. Alors, il n'y a pas d'herbe, évidemment, l'eau n'est pas en surface. Mais nous, on l'accumule, l'eau. Elle part pas. Quand il pleut, les tombereaux d'eau, ça part direct dans la mer. Mais on a des putains de nappes phréatiques incroyables. Plus que dans le Doubs, par exemple, qui est en train de vivre une sécheresse incroyable. Nous, on n'a pas vécu de sécheresse. Ça a brûlé cet été, mais ça n'a rien à voir avec la sécheresse. À moins de 50 km de Marseille, on retrouve un endroit historique où on fabriquait des pains de glace qui étaient livrés à dos d'âne avec des charrettes. Mais c'est exactement, et c'est vraiment très proche. Donc l'eau a toujours été. Et deuxième chose, qu'est-ce que tu fais de Nîmes? Tu te rappelles qu'on a eu une inondation mais catastrophique à Nîmes dans les années 90. Tout ça parce que tous les canaux, tous les drains que les Romains avaient construits ont été démolis par l'architecture moderne. Et comme ça avait été coupé, l'eau ne s'est pas écoulée correctement comme des canons. Et la ville a été lamentablement démolie. Pas des drains agricoles. Non, c'est pas des drains agricoles, c'était des drains... Et puis je parlais de la Seine-et-Marne. Oui. Pas d'ici. On se parle de ce que je connais. Ah oui, non, mais c'est... Non, mais ça, local. C'était une réflexion anecdotique. C'était très anecdotique. Non, mais... Tu parlais quand même de synergie entre les espèces végétales ou insectes. Est-ce que ces espèces-là qui dépendent, on parle de la disparition d'un certain nombre d'insectes, tout ça, est-ce que tu penses que les espèces végétales sont capables de s'adapter à un autre insecte que celui qu'on connaisse jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on connaît des histoires, des plantes que ce sont... C'est ça. L'exemple de Deleuze, c'est justement c'est ce qu'il appelle cette déterritorialisation. Tu vois, c'est le fait que... Et en fait, c'est exactement ce qui va s'accélérer. Ces déplacements, ces trucs. Et voilà, donc ça c'est un truc aussi que j'aurais pu dire, que j'avais un peu prévu, c'est que personnellement, là où je voudrais, pour le jardin en fait, planter, moi je voudrais planter... Ouais, c'est ça, je réfléchis quel type de plante.
Et en fait, avoir une vision, je disais jardin forêt spéculatif, hypothétique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement d'indétermination qu'en fait, de relations, etc., que déjà de planter des variétés à la fois précoces et tardives. Des variétés qui sont les plus précoces et les plus tardives. Parce qu'on ne sait pas si c'est la variété tardive ou la variété précoce qui va s'articuler avec, etc. Donc ça, déjà, variété précoce et variété tardive. Planter des variétés à la fois d'origine tropicale que des variétés locales, etc. C'était une question de beaucoup de botanistes, c'est-à-dire favoriser les plantes locales. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, comme le rappelle Francis Allais dans Le Temps Long, justement, c'est que toutes nos plantes reviennent, de par les glaciations, reviennent reviennent de l'Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, dans les glaciations, l'Europe était sous les glaces, donc les plantes sont disparues, sont revenues, etc., etc. Donc les phénomènes de migration à long terme sont vraiment des phénomènes classiques. Mais tu parles Moi je parle à 200 000 ans. Temporels 200 000 ans la dernière glaciation. Centaines de millions d'années. Mais si tu prends par exemple... On est quand même dans une... Le questionnement est complètement différent parce qu'on connaît ces adaptations-là dans le temps très long qui nous dépasse complètement. Tout à fait. Ouais. Mais après, dans notre temps d'observation, c'est ça qui m'inquiète. Il y a un phénomène d'accélération, c'est vrai que c'est pas 200 000. C'est vrai qu'il y a un phénomène d'accélération. C'est pour ça que je propose cette hypothèse de planter, si tu veux, à la fois des plantes tropicales. Par exemple, les arbres à coque sont des arbres qui sont vraiment des arbres qui résistent. Tu vois, les chênes, tout ça, les résistent au froid. En fait, planter des plantes de la même manière qu'on peut acclimater des plantes qui résistent au froid à la chaleur, pourquoi pas faire, tu vois, aller dans tous les sens. On ne sait pas. Et, il faut 3 générations. En fait, le climat, tu sais... Alors, il y a aussi d'autres phénomènes. C'est qu'un jardin-forêt qui est bien protégé, qui est bien protégé du vent, avec des haies, etc., déjà, il y a quand même un microclimat. Moi, je suis dans un endroit qui est très bien exposé au soleil, assez bien protégé. Donc, c'est pareil. Tu vois, donc, il y a aussi des phénomènes comme ça de microclimat. Et puis aussi, il faut voir qu'il y a des plantes qui peuvent mourir. Il y en a plein qui sont plantés qui vont mourir, quoi. Enfin, Je pensais à ce couple. Quel couple? Ce sont des ingénieurs du CNRS qui se sont intéressés justement à l'agroécologie et qui conseillent en tout cas des agriculteurs sur... Je vois les gerfanions. C'est ça, je crois que c'est gerfanions. Oui. Et qui ont un peu pris en fait les travaux de recherche du CNRS à contre-pied pour démontrer qu'effectivement si on écoute et si on se base sur le travail de la nature, on peut effectivement avoir des terres plus riches, les régénérer beaucoup plus facilement. Ah oui, ça c'est sûr. Ils font des analyses de la terre, ils sont spécialisés de l'analyse des sols et c'est vrai que les sols sont en très mauvaise santé, quoi. Et donc eux c'est leur truc, c'est l'analyse des sols. Ils font ça depuis 20 ans et donc ils ont une grande connaissance des sols, ce qui est vachement intéressant. Microbiologie des sols, c'est ça? Oui. Non, ça c'est les bourguignons. Oui, c'est les bourguignons. C'est ça, les bourguignons. C'est ce couple-là, je cherchais le nom. Et il disait qu'avec les intrants chimiques, on tuait toute la microbiologie du sol et que la terre n'était pas capable de se régénérer. Qu'elle était morte, que la terre était morte. Tu prends la terre, tu regardes, il n'y a pas de micro-organismes, il n'y a pas de... il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de trucs comme ça, c'est ça. Et, ça, on peut y résoudre. Il y avait quelqu'un qui avait fait une carte là-dessus, qui avait tenté de faire une carte des terres et des qualités de terre. C'est intéressant. Et elle disait qu'il y a moins de diversité biologique dans la Beauce que dans le désert. C'est que dans la Beauce, c'est vraiment tout, vraiment. Et, alors que dans le désert, il pleut un petit peu, il y a plein de plantes qui poussent. Il y a moins d'intervention humaine dans le désert que dans la Beauce. Hein. Oui, ça c'est sûr. Parce que la Beauce, c'est juste... c'est mort. C'est mort.
Et qu'est-ce que vous pensez de mon hypothèse accélérationniste, c'est-à-dire revenir l'humide et faire revenir l'humide pour que, à la fois avec le dioxyde de carbone dans l'air plus important et dans l'humide, il y a une production plus forte. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, puis moi je suis très Stéphane de Gégoudienne. Oui, je crois beaucoup à l'évolution ponctuée. Oui, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, l'évolution, a priori, c'est une aile de chauve-souris n'a pas commencé à pousser un petit peu, puis on est passé d'un coup à la chauve-souris. Et je crois que là, on vit, comme tu as dit, pour moi ça me paraît évident, on vit des périodes comme ça où ça peut aller très vite. Ça peut. Ouais. Mais bon, il y a le phénomène humain, on est quand même très violent sur ce qu'on amène comme pour casser la nature, quoi. Ouais, ouais, ouais. Cela dit, je suis aussi Stéphane Gégoudienne, la Terre, elle s'en fout de nous. Et si on doit disparaître, bah, tant pis, la Terre, elle s'en remettra. Et que ça fera une extinction massive de plus. Et que la Terre, on est à sa 5e ou 6e extinction massive. Et que si l'homme y passe, on sera qu'une de plus. Ouais. Donc ça m'inquiète pas trop. Je suis touché par les mammifères quand même. Ça me ferait... Ah, oui. Bah, tu vois, parce que si l'être humain disparaît, énormément de mammifères disparaissent en même temps. Enfin, tu vois, il y a quand même une... Il y a quand même une... Moi, je trouve ça un peu triste quand même que... Ouais, c'est ce côté... C'est un argument qu'on entend souvent, c'est vrai, on va tous... C'est pas grave, en fait. Moi, je trouve ça dommage. Bon, alors notre disparition entraînerait la disparition de oui. mammifères. Ouais, je pense. Sauf des rats, peut-être. Oui, 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 c'est ça. Ah non, mais Bah, il y avait quelqu'un qui disait que les mammifères, la taille des mammifères qui disparaissent descend de plus en plus. Les éléphants, il y en a de moins en moins. En fait, les petits, effectivement, sont pullulants pour l'instant. Mais si on disparaît, les petits vont devoir s'inquiéter. Peut-être pas, remarque. Donc cette hypothèse accélérationniste, je pense que c'était un peu le truc de la démonstration. C'était qu'en fait, il faut prendre ça comme une chance. Parce que de toute façon, je pense que le désir de vivre, de se dépenser, de faire des projets, doit être ancré dans quelque chose, non pas c'est vrai, il y a une morale dans la décroissance. C'est pour ça que j'ai utilisé la phrase de Dali au départ, de la méthode paranoïa critique, c'est prendre un point de délire et le développer rationnellement. Il y en a qui le font à l'envers, qui prennent des points totalement rationnels, qui le ramènent au délire. Oui. On est je trouve qu'on est dans une époque très paradoxale. Oui, oui. Bon, il y a des terres platistes, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a de plus en plus, au Brésil, il y a plusieurs centaines de milliers de terres platistes. Ils font des... bien leur face. Hein. On peut dire ça. Mais quand même, ils ramènent une sorte d'obscurantisme à la pensée. Et en fait, on a besoin justement de revenir à des pensées plus ouvertes, plus créatives. Toi, tu parles des zones humides, ou de rapidité, d'accélération, de machin. Et en même temps, on voit qu'il y a d'autres qui freinent de cas de fer pour que les choses évoluent, qu'elles continuent. Et pourquoi il y a cette pensée-là, comme ça qui nous empêche d'aller plus loin, d'aller plus vite, de trouver des solutions, par exemple. Moi, c'est une question qu'on avait comme discussion la dernière fois. Tu te rappelles de ce dont on a discuté la dernière fois? Voilà, bah, tu vois, tu disais que c'est moi qui avais bu. Moi, je me rappelle de tout. C'était la question du mal. Le génie du mal. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'en fait, il faut croire que ces gens-là ne sont pas forcément fondamentalement méchants. Moi, j'y crois pas non plus. Hein. C'est simplement, ils veulent vivre comme ils peuvent, etc. Toi, peut-être, tu crois plus au fondamental du mal, peut-être. Non, moi, je crois à la théorie de la banalité du mal d'Hannah Arendt qui explique tout un tas d'événements sociaux qui arrivent encore aujourd'hui. Bon, les terres platistes, les extrêmes droites qui reviennent, etc. Ouais, mais il ne faut pas croire non plus au progrès.
Je veux dire, cette vision où on va toujours vers du mieux. Moi, je suis victime de ça, mais à l'envers. Je pense qu'on va toujours vers le pire. Mais ni l'une ni l'autre ne doivent prédominer, je pense. Je pense qu'on a besoin d'énergie comme vous, pour changer les choses petit à petit. Mais tant qu'il y aura du fric à se faire, ça ira de pire en pire. Et c'est pas le génie du mal, c'est la banalité de la connerie humaine. Mais c'est à peu près pareil, c'est la même chose. Non. Des recrudescences de pensées obscurantistes. Ouais, mais par on a complètement dérapé de Jordan. Et Philippe, alors là, qu'est-ce que tu penses de cette théorie accélérationniste? Je sais pas. Est-ce que ça te reprendra ça. Oui, j'ai visualisé beaucoup de choses. J'étais juste en train aussi de noter quelque chose comme ça parce que j'aime bien le truc d'accélération ou de la synchronisation de la nature ou la désynchronisation de la nature et tout ça. Un ami qui fait de peinture et donc dans cette scénographie et scénographie et tout. Mais aussi hier, quand on a terminé, j'ai dit, j'ai référé à que les algues qui bougent à nous aussi, et ça bougeait, ce mouvement et cette scénographie. Oui, cette scénographie, j'aime bien la Terre et la Lune, et donc autour des algues et les marées qui est là. Et parfois, comme l'être humain, il veut encore très dédié, j'ai vu partout du monde de replanter une certaine espèce de plante tropicale pour un papillon qui peut mettre son œuf là-bas. Et donc comment on peut intervenir là, mais c'est un travail de dingue, des choses comme ça. Ça, j'aime bien aussi de penser, parce que la force de cette extension, de la migration et tout, c'est beaucoup plus intéressant. Et ce type de spéculation, j'aime bien quand même. Tu connais l'histoire des vanilliers? Des vanilliers, c'est la production de la vanille. Okay. Ça a été écrit par un magnifique écrivain du début du siècle qui s'appelle Georges Limbourg. En fait, c'est l'histoire de Van Houten. Il découvre la vanille dans un pays tropical. Et il décide d'implanter ça dans ses colonies en Afrique. Donc il fait partir des bateaux à voile, parce que c'est le 18e, il fait partir des bateaux à voile, plein de vanilliers dans leur avec la racine, dans les cales des bateaux à voile. Il arrive en Afrique, il plante ses vanilliers, ils meurent tous. Enfin, ils ne meurent pas, ils vivent, mais ils ne font pas de vanille. Et il se rend compte, en repartant dans le pays tropical d'origine, qu'en fait, c'est des colibris, des petits oiseaux qui comment on dit, pollinisent le vanillier. Alors, il fait partir des bateaux avec de nouveau des vanilliers, des centaines de colibris dans les cales. Et c'est un massacre. Les colibris meurent, mais ne supportent pas la traversée. Et là, Van Houten dit, bon, bah ça va, on va mettre les nègres au travail. Et c'est les nègres qui pollinisent la vanille. Et ça, c'est au XVIIIe siècle. Et de nos jours, à Madagascar, on pollinise toujours la vanille au pinceau. On n'a pas trouvé un animal qui ait remplacé les colibris. On n'a pas réussi à adapter les colibris. Et c'est toujours. Donc il y a du temps long aussi dans l'adaptation de la nature, comme tu dis, des synchronisations. Voilà, c'est entre la synchronisation des plantes, des insectes, de tout ce que tu as dit, là, tous ces magnifiques facteurs qu'il faut resynchroniser. Il faut du temps à notre, comme disait Lucia, elle a raison, tu fais ça dans 4 générations, peut-être ça va marcher. Il y en a qui disent 3 à 700 ans. Ouais. Il y a des phénomènes de désynchronisation et parfois 3 à 700 ans pour que ça reprenne. Donc c'est des questions de vitesse importantes, c'est sûr. Une question. Tu parles tout le temps de la désynchronisation. Tu crois que la nature a la force pour une résynchronisation? Parce que, tu comprends bien, par exemple en Italie où j'habite, c'est 30 ans, tous les sapins sont morts. Mais alors, qu'est-ce qui arrive? Ce sont des acacias qui ne sont pas locales d'Italie. Mais ça change toute la terre aussi. Alors,
ça c'est une résynchronisation. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'espèces qui disparaissent. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut voir que quand même la majorité des espèces ont disparu. Donc il y a des nouvelles espèces, il y a des espèces qui disparaissent, il y en a qui continuent. Par exemple, une réflexion, c'est que certaines espèces évoluent extrêmement peu et les espèces, par exemple, d'animaux qui évoluent le moins rapidement sont par exemple dans les bas-fonds de la mer. Parce que le milieu est tellement stable qu'ils n'ont pas de raison d'évoluer véritablement. Voilà, donc il y a quand même des conditions d'évolution. Tu connais Vincent Desprez et Tom Van Doren. Il vient vraiment de perspective d'ornithologie. Il prend beaucoup d'exemples des oiseaux. Et donc c'est vraiment entre la conservation et la préservation et l'extinction. The regimes of care, hein, le régime de prendre soin de quelque chose. Et donc, c'est intéressant de voir comme il pense de ça aussi, le long terme de travail de quelque chose, de préservation et tout. Et donc, et c'est joli comme il prend quelques casses, Flightway il s'appelle, mais donc il a, oui, faire le ping-pong avec Vincent aussi. Et donc, entre l'extinction et la conservation. Mais moi, j'ai utilisé ça dans la collection ethnographie dans le musée Afrique à Bruxelles, parce que c'est la même, toutes les collections qui sont là dans le dépôt avec tous les champignons dedans, qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est la même avec l'extinction ou la conservation de ça. Donc, j'aimerais bien dire quelque chose par rapport à l'extinction, la conservation, mais qui va dans une direction complètement autre. Parce que Guillaume, j'étais ici un petit peu en éparpillé, mais Guillaume et moi, depuis un bon bout de temps, on avait des idées par rapport à de faire du jardin, etc., nos expériences respectives. Et en fait, il y a l'idée en fait par rapport à l'extinction de conserver. Moi, je vis dans un endroit très rural où ils sont non seulement extrême droite, mais ils sont extrême Monsanto et puis etc. Et en fait, je parle avec un vieux monsieur à côté par rapport à comment faire la vigne d'une manière qu'il n'y a pas juste la monoculture, mais d'avoir plusieurs cultures, etc. Et on était en train de parler en fait des insectes, etc. Et en fait, comme on est en train de vivre avec tous ces mondes-là, de l'insecte, etc., il faut penser à eux aussi. Au lieu de les asperger avec des choses nocives, qui sont nocives pour nos terres, pourquoi pas penser à eux et aussi de planter des choses pour les prédateurs. Comme ça, on peut mieux vivre ensemble aussi. Par exemple, de mettre tous les insecticides, pesticides, etc., de faire en sorte, ok, on va cohabiter. Comment est-ce qu'on peut cohabiter avec notre environnement, dans nos jardins, dans nos alentours, chacun trouve son compte en quelque sorte. Là, il y a une stratégie, dans le jardin forêt, il y a une stratégie justement, c'est que comme il y a beaucoup d'odeurs différentes, comme il y a beaucoup d'espèces différentes, etc., et que tout ça est mélangé, les prédateurs, ils sont un peu perdus. Et en fait, on ne peut pas avoir de phénomène de masse. On ne peut avoir que des phénomènes plus locaux et moins exactement, et c'est moins radical en fait quand il y a un problème. C'est des phénomènes plus petits quoi. Et parce que je vois l'histoire par exemple l'histoire des pies. Vous savez, c'est des corvidés, c'est super intelligent, c'est prédateur, ça bouffe tout ce qui vit. Chez ma mère, il y avait un petit terrain derrière, il y avait des écureuils, il y a un couple de pies qui s'est installé. Et en fait, c'est proportionnel. Si le terrain est assez grand, un couple de pies peut vivre. Et les écureuils. Oui, si le terrain est trop petit, les écureuils disparaissent et les pies prolifèrent. Oui. Et ça aussi, ça demande de l'espace.
Et pour la réflexion, en France, c'est compliqué l'espace. Oui. Parce qu'il est de plus en plus construit, de moins en moins. Ah, c'est sûr. Mais en faisant ton jardin, certes, je pense que tu fais... C'est très bien, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est une chance. Enfin, je veux dire, accéder à ça, c'est une chance, quoi. C'est sûr, Ouais. c'est pas tout le monde qui Et peut quand y tu accéder. peux élever des insectes qui se bouffent entre eux, mais qui pollinisent et Oui, puis exactement. qui nourrissent les oiseaux, c'est génial, c'est un Ouais, bel ouais. équilibre. Oui, oui, Mais oui. quand il y a trop d'humains...